Secrétaire général du syndicat de police Synergie et Officiers. Bonjour. Bon, bonsoir. Selon les policiers, c'est l'adolescent qui donc conduisait cette motocross qui est venu percuter sur le véhicule de police. C'est ça la bonne version? Alors, l'enquête nous le dira. Effectivement, c'est effectivement les éléments que j'ai aujourd'hui. Je voudrais quand même rappeler que ce jeune, c'est dramatique, ce qui est arrivé à ce jeune. En revanche, il faut quand même rappeler le contexte. Il roulait sur une piste cyclable avec une motocross non homologuée. Sans casque? Sans casque, à vive allure, faisant des figures s'apparentant à du rodéo urbain, c'est la grande mode. Et effectivement, un premier véhicule de police tente d'arrêter cette moto, ce jeune, pour procéder à un contrôle. Donc ils peuvent s'interposer sans foncer sur le véhicule, quoi. Alors, En fait, ils sont sur derrière, la c'est moto. difficile. Donc, j'imagine que les collègues font les signes apparents pour dire « Monsieur, arrêtez-vous ». Ce qui n'a pas été le cas, il a pris la fuite. Vous savez que dans ce genre de contexte, les jeunes comme ça, qui sont sur des véhicules de roues, prennent des risques, mais hallucinants Pour eux et pour les autres. Absolument, pour eux et pour les autres, pour échapper justement à la police. Et effectivement, il y a un deuxième véhicule de police qui arrive à une intersection au moment où la moto qui arrive à vive allure arrive à cette même intersection, et là, il y a le choc. Parce que manifestement, selon une source policière, en fait, ce deuxième véhicule est alerté effectivement de la description de cette moto et du jeune homme qui est dessus. Et c'est donc à cet égard qu'il tente de l'intercepter. Il n'y a pas moyen de retrouver ce jeune homme, le véhicule, sans poursuivre, puisque on imagine qu'il habite dans ce quartier, peut-être que le véhicule est immatriculé, sans prendre le risque, à la fois pour les policiers, pour le jeune homme, d'une course-poursuite qui se termine mal? Et comment voulez-vous qu'on le retrouve? Oui, effectivement, peut-être, si on a une plaque d'immatriculation, si effectivement il est déjà connu et reconnu par les policiers. Il était connu des services de police, ce jeune homme? Là-dessus, on va faire preuve de prudence et attendre le communiqué du parquet de Versailles qui doit nous en dire un peu plus. Effectivement, oui, c'est un jeune homme malheureusement qui est connu des services de police. Selon vos informations, il est connu. Voilà, pas pour refus d'obtempérer. Pour quel fait? D'autres faits que j'ai pas en tête, mais effectivement, il est connu. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion au sujet du refus d'obtempérer. Aujourd'hui, les chiffres explosent. Les chiffres explosent, évidemment. Pourquoi ils explosent? C'est que les policiers aujourd'hui n'ont pas les moyens véritablement d'interpeller une vraie réflexion sur la méthode du contact tactique. Mais quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on C'est-à-dire toucher des policiers formés au volant de véhicules de police qui pourraient, dans certains cas, à définir, toucher, pas percuter de manière... mais toucher le véhicule pour que le véhicule s'arrête. C'est une méthode anglo-saxonne. C'est une méthode qui vient de Londres. Alors, elle est Qui ne arrivée... fait pas l'unanimité au sein même de votre profession, d'ailleurs. Oui, absolument, absolument. Mais nous sommes plusieurs organisations syndicales et même Synergie Officiers que je représente aujourd'hui. On demande cette réflexion quand même sur cette méthode. Que le véhicule arrive à percuter la motocross. Absolument, pour que le véhicule soit déstabilisé, tombe. Déstabilisé. Et il suffit. La méthode, c'est pas de foncer. Mais la personne est sans casque, elle risque de se faire mal. Alors il y a peut-être des risques, mais en même temps, si on laisse faire tous les rodéos urbains du monde entier se faire, on risque aussi des blessés, des tués chez des innocents. Il faut savoir aussi à un moment donné ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a des refus d'obtempérer qui se finissent encore récemment par des piétons. Est-ce que le risque de blesser grièvement un jeune sur une moto, voire de le tuer parce qu'il n'a pas de casque s'il est à vive allure en le percutant, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque? C'est à définir. Effectivement, cette touchette, comme on dit, en fait. C'est une touchette, effectivement. Mais c'est comme ça que c'est appelé, et je mets des guillemets. C'est pour ça qu'il y a une formation adaptée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un véhicule de police à n'importe quel policier qui va conduire et puis qui va se dire moi, je vais faire la touchette pour arrêter la voiture ou la moto. Mais en revanche, je pense que s'ils sont bien formés, ils peuvent faire cette touchette sans forcément blesser ou tuer le jeune. Et encore une fois, il y a peut-être des cadres aussi à définir sur cette méthode. En attendant, la CRS 8 qui a été créée récemment, en 2021, par le ministère de l'Intérieur, est déployée. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette unité d'élite qui est composée de 200 hommes parce qu'on craint peut-être des représailles ce soir dans cette banlieue à Elancourt, en souvenir de ce qui s'est passé avec les émeutes. Alors j'ai envie de vous dire que c'est malheureux, mais oui. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, quand il y a un jeune qui est malheureusement soit décédé, encore il n'est pas décédé aujourd'hui, mais ou blessé. Il est en mort cérébrale. Il est en mort cérébrale. Contrairement à ce qu'a affirmé le parquet de Versailles effectivement hier soir tard, le jeune homme n'est pas décédé, il est officiellement en état de mort cérébrale.
avec évidemment un pronostic vital toujours très engagé et pas beaucoup d'espoir malheureusement, mais effectivement il n'est pas décédé officiellement. C'est la vidéo en fait c'est la vidéo qui apportera. La Qui vidéo apportera notamment, la vérité dans cette histoire, la vidéosurveillance. Toutes les caméras dont nous parlait Dominique Marie. Si elles étaient en... Parce qu'il n'y en avait aucune qui était braquée sur cette zone-là. Les caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, c'est selon. Elles peuvent aussi ne pas fonctionner, ne pas être braquées effectivement directement sur la scène, ne pas être exploitables. Mais pourquoi il n'y a pas une caméra sur le véhicule de police qui filmerait la scène et qui permettrait d'établir la vérité plus rapidement peut-être? Effectivement, c'est une option qui, à un moment donné, a été envisagée. Il y a eu une expérimentation en ce sens il y a plusieurs années, mais selon une source policière, ça n'a pas été suffisamment concluant pour que ce soit poursuivi. Donc, à ce stade, sauf initiative individuelle, éventuellement d'un policier, eh bien, il n'existe pas de caméra embarquée à bord de véhicule de police. Qu'il y ait des caméras embarquées, bien entendu. Comme la police américaine, c'est-à-dire sur le pare-brise, enfin le plat-bord des voitures. Bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Mais je vous rappelle quand même qu'on parle d'un refus d'obtempérer aujourd'hui. Oui, mais au moins, le refus d'obtempérer. Enfin, j'ai envie de vous dire, quand un policier, moi, me fait signe, quand je suis au volant de mon véhicule, je m'arrête. Ouais. Voilà. Donc, enfin, vous n'êtes pas une délinquante. Vous ne roulez pas sans casque. Oui, donc parfois, certains jeunes... Non, mais alors, c'est pas parce qu'ils roulent sans casque qu'ils se disent « Ah oui, je suis en infraction, donc je vais pas m'arrêter ». À ce moment-là, on dépénalise complètement le refus d'obtempérer. Par exemple, des défauts d'assurance ou des défauts de permis qui ne s'arrêtent pas non plus aussi aujourd'hui. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, aujourd'hui, un gendarme ou un policier nous fait signe, on s'arrête. Quels sont les chiffres parce que le nombre de refus d'obtempérer, il y en a beaucoup, et de plus en plus. Combien? Toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, il y a un refus d'obtempérer. On est à plus de... en 2021, on était à 27 000. C'est un fléau, là. Ah, mais c'est un fléau. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. Je vous parlais de la méthode anglo-saxonne, mais il faudrait que systématiquement, on saisisse le véhicule. Lors de rodéos urbains, par exemple, la peine complémentaire de confiscation de véhicules représente seulement 24% des condamnations. Donc ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Oui, mais les refus. Donc là, il y a un problème du côté de la justice. Alors effectivement, il y a les refus ils sont multiples, les refus d'obtempérer. Vous parlez des rodéos sauvages surtout. Mais ça veut dire que la justice ne vous accompagne pas, n'est pas suffisamment ferme? Ah ben, ça c'est pour... Oui, non, ça c'est clair. Il y a vraiment une impunité concernant les refus d'obtempérer. Il faut que les jeunes aient peur de l'uniforme. C'est quand l'uniforme fait les signes du contrôle routier, on s'arrête. Il y a vraiment... Pourquoi n'ont-ils pas peur alors? Plus peur. Parce qu'ils ne sont pas condamnés. Ou parce qu'ils savent que vous ne les poursuivez pas? Alors au bout d'un moment, voilà, les collègues en ont marre. Alors, prendre le risque, voilà, mais enfin, on a tous... Il y a eu des consignes écrites noir sur blanc de ne pas se lancer à la poursuite des véhicules. Oui, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire? C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on laisse faire? Ça va renforcer l'impunité. Absolument, on dépénalise les infractions routières. Bon. Benjamin Duhamel, les refus d'obtempérer, régulièrement, on a donc ces drames. Alors là, c'est la personne qui avait refusé de s'arrêter qui est en mort cérébrale. Parfois, ce sont des piétons, des victimes qui se retrouvent là au mauvais endroit et qui sont renversés. Des policiers aussi. Des policiers, bien entendu, aussi, qui sont... les véhicules foncent sur les policiers. On n'a pas trouvé la solution. Non, et on voit bien que le débat est très polarisé. Parmi les précédents, rappelons que ce qui est arrivé au jeune Naël était évidemment à la suite d'un refus d'obtempérer. Voilà. On a vu les conséquences que cela avait pu avoir. Sur ce sujet, vous parliez il y a quelques instants du contact tactique qui existe en Grande-Bretagne. On a par exemple dans la classe politique quelqu'un qui s'était dit très favorable à ça, c'était Éric Zemmour. C'était d'ailleurs sur le plateau de BFM TV il y a quelques mois. Lui avait dit oui, il faut assumer. Cela avait même engendré une plainte d'Arié Halimi, un avocat que l'on retrouve souvent dans les cas de violences policières, qui avait attaqué Éric Zemmour en justice pour avoir fait cette proposition, au fond, de généraliser ou de permettre en France ce qui est autorisé en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est une partie de la classe politique. De l'autre côté de la classe politique, vous commencez à avoir des réactions, notamment du côté de l'extrême gauche, consistant à expliquer que c'est de la responsabilité de la police. Vous avez par exemple les soulèvements de la terre, le collectif qui avait... Le gouvernement avait essayé de dissoudre les soulèvements de la terre. Sans succès, ça avait été retoqué par le Conseil d'État qui a expliqué, dans le cadre de ce qui s'était passé à Elancourt, que la police tuait. Donc on voit bien qu'il y a non seulement une polarisation du débat et une difficulté à lutter contre ce fléau qui, rappelons-le, bien sûr, fait des victimes, peut-être malheureusement ce garçon qui est en état de mort cérébrale, aussi les policiers qui sont extrêmement touchés, parce que dans tout le débat qu'on avait notamment sur l'augmentation des tirs de policiers à la suite de refus d'obtempérer, il fallait aussi replacer ça dans le contexte des policiers qui eux-mêmes étaient victimes de ce genre de situation. Et c'est vrai que quand on interroge, Mathias le disait il y a quelques instants, sur la solution du port de caméras, qu'elles soient dans les voitures ou même des caméras piétons, eh bien on avait souvent une sorte de silence gêné. On avait posé la question notamment à Laurent Nunez, le préfet de police, dans le cadre de ce qui était arrivé au jeune Naël, en demandant pourquoi
les deux policiers n'avaient pas de caméra piéton. Et c'est vrai qu'on ne comprenait pas exactement pourquoi. Et donc c'est vrai que ça, c'est sans doute quelque chose qui n'ont pas éviterait, parce qu'il y a sans doute un sujet d'autorité, de rapport à la police, mais qui du moins permettrait d'avoir au moins des réponses un peu plus objectives. En tout cas, on voit bien qu'on craint au sein du gouvernement de nouvelles émeutes. On déploie immédiatement la CRS 8. Oui, la CRS 8 qui était à Marseille, qui ensuite s'était déplacée à Nîmes, dans le quartier du Pisevin, suite au règlement de compte lié au trafic de drogue. La terreur du gouvernement, c'est de voir ce qui s'était passé fin juin, début juillet, repartir. Parce que là encore, sur ce qui arrive au jeune Naël, au tout début du drame, quand on interrogeait des membres du gouvernement en leur demandant si c'était susceptible de créer des émeutes, ils disaient non, on n'est pas trop inquiet, normalement ça devrait tenir absolu. C'est pas tout à fait le même scénario. C'est évidemment pas du tout le même type de scénario, d'autant que les policiers sont sortis de garde à vue, mais il n'empêche, le terreau lié à ces émeutes est toujours là, d'où la crainte du gouvernement qui tout de suite décide d'envoyer la CRS 8, qui est ce que rappelait Mathias, la compagnie d'intervention spécialisée contre les violences urbaines. Parce que vous l'évoquiez, Mathias et Benjamin, les deux policiers, leur garde à vue est terminé. Nous serons avec leur avocat dans un instant, Laurent Franck Liénard, pour continuer de parler de ce refus d'obtempérer à Élancourt et de ses éventuelles conséquences.